Alors, juste avant de commencer la vidéo, on vous prévient, elle va être, comme vous avez pu le voir, un petit peu longue. Mais très sincèrement, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler des Animaux Fantastiques 3. Parce qu'il y a un lien entre Ilvermorny et les prochains volets des Animaux Fantastiques. Voilà, bon courage pour cette vidéo, prenez un cookie, elle va durer un petit peu de temps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, l'univers de J.K. Rowling et de son Wizarding World ne se limite pas à scruter avec attention les aventures et histoires du monde des sorciers britanniques. La vision de J.K. Rowling est bien plus élargie et elle a pu nous le prouver aussi bien à l'occasion de Harry Potter et la Coupe de Feu que dans les deux premiers volets des Animaux Fantastiques. J.K. Rowling a construit un monde particulièrement développé en construisant, en fonction des pays, des systèmes politiques, monétaires et institutionnels bien différents. Et on le sait, l'un de ses sujets préférés, c'est évidemment la question de l'éducation, présente tout au long de la saga Harry Potter, mais aussi dans ses engagements associatifs et caritatifs dans le monde réel. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, nous découvrons l'existence de deux écoles étrangères, spécialement venues à Poudlard pour participer au tournoi des Trois Sorciers. Événement historique dans la vie des écoles de magie. Si le film fait assez largement l'impasse sur les détails relatifs à ces deux écoles, le livre regorge en fait d'anecdotes et de connaissances sur ces écoles au caractère bien différent de celui de Poudlard, avec des matières, une organisation et une ambition qui leur sont propres. Contrairement à ce que certains veulent bien penser, l'expansion du Wizarding World que l'on connaît dans la saga des Animaux Fantastiques ne revêt donc pas une dimension marketing, mais bel et bien quelque chose de pensé, théorisé et créé par J.K. Rowling depuis bien longtemps. Si l'on connaît plutôt bien l'histoire de Poudlard grâce aux commentaires toujours très savants d'Hermione Granger et à sa parfaite connaissance du livre Histoire de Poudlard, il est vrai que nous connaissons moins bien les autres écoles de magie et l'une d'entre elles a forcément retenu notre attention un peu plus que les autres puisque nous l'avons découvert qu'il y a très peu de temps lorsque nous avons appris son existence au détour d'un dialogue entre Queenie Goldstein et Norbert Dragono, où Queenie évoque la supériorité supposée de son école Ilvermorny par rapport à Poudlard. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous allons aborder l'histoire de cette incroyable école de sorcellerie américaine. En réalité, nous l'avons un peu découvert dans deux très courts clips diffusés grâce à un partenariat entre Pottermore et la Warner Bros. Pour introduire l'idée d'un voyage aux États-Unis et des différences importantes par rapport à ce que nous avions connu dans Harry Potter. Ces deux clips, magnifiques, nous en apprennent un peu plus sur les coutumes du monde magique en Amérique du Nord, mais aussi sur Ilvermorny, même s'il faudra pour en savoir plus lire l'incroyable nouvelle écrite par J.K. Rowling pour Pottermore. Quelques mois plus tard, évidemment, le premier volet des Animaux Fantastiques sortait au cinéma et, petite surprise, nous ne sommes pas du tout allés à Ilvermorny, mais cela va peut-être changer par la suite et on y reviendra en fin de vidéo. Nous allons donc remonter le temps jusqu'en 1603 sur les bords du lac Cwmlwgra, en Irlande, dans une vallée boisée située dans le comté de Kerry. C'est dans ce cadre idyllique que nous faisons la connaissance de Isolde Serre, fille unique d'un jeune couple issu de deux familles de sang pur. Son père, William Serre, était en effet un descendant direct de la sorcière Morrigan, célèbre sorcière irlandaise dont son prénom est d'ailleurs une référence à la déesse celtique du même nom. Morrigan est d'ailleurs une des premières animagus et prenait l'apparence d'un corbeau. L'enfance d'Isolde est un long fleuve tranquille, elle s'émerveille de tout, de la nature des animaux, de l'amour de ses parents. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes, elle était pleinement intégrée à la communauté locale qui regroupait aussi bien des sorciers que des moldus, et le tout dans une entente et une coopération absolument formidables. Bref, on en rêverait tous de cette enfance. Seulement, comme souvent dans le Wizarding World, le bonheur ne dure jamais bien longtemps en réalité. Peu après son 5e anniversaire, nous sommes donc en 1608, Isolde est le témoin d'une attaque brutale, violente contre sa famille. Les flammes surgissent de toutes parts, ses parents sont tués dans l'incendie, tout s'effondre donc autour d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle est secourue in extremis par sa tante maternelle, une certaine Gormless Gaunt. Oui, Gaunt, vous avez bien lu. Ce nom vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? On continue après ce sauvetage in extremis. Gormless Gaunt emmène Isolde Williams à l'abri dans une vallée voisine, celle de Axe Glen, qui deviendra donc son nouveau cadre de vie pour cette jeune petite fille. Au fur et à mesure du temps qui passe dans cette maison, Isolde a commencé à réaliser peu à peu que Gormless n'était pas tout à fait le personnage héroïque que ses souvenirs de petite fille de 5 ans lui avaient fait entrevoir.
En effet, elle comprit que Gormless était bel et bien l'auteur de l'attaque contre ses parents. C'est une femme cruelle qui aime les châtiments, qui se complaît dans la noirceur, dans la magie noire et dans la méchanceté au quotidien, et c'était en réalité une meurtrière dénuée de tout sentiment et de toute humanité. Gormlasgant était persuadé évidemment de la supériorité de son sang pur par rapport à tous les sorciers de sang mêlé et encore plus vis-à-vis des Moldus évidemment. Quand Gormless a appris que sa sœur sympathisait avec des Moldus et qu'elle pouvait les aider de manière régulière en fabriquant par exemple des potions, son sang ne fit qu'un tour, et la crainte qu'Isolde puisse un jour se lier, c'est-à-dire se marier avec un homme qui ne serait pas doté de pouvoirs magiques, la poussa à agir pour voler cette jeune fille et la ramener au final dans ce qu'elle estimait être la bonne voie. Pour ceux qui n'auraient pas lu les livres, puisque l'adaptation cinématographique de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est complètement à côté de la plaque, les Gaunt ne sont ni plus ni moins que la famille de Salazar Serpentard et une partie de l'identité de Lord Voldemort. Une fois ce petit rattrapage fait, il était évident pour Gormless que le statut de sang pur d'Isolde, héritière de Salazar Serpentard et de la célèbre Morrigan, l'obligeait à soigner ses relations et à grandir dans un cadre acceptable, c'est-à-dire entouré de sang pur. Gormless s'occupa donc de son éducation en lui montrant les traitements auxquels devaient avoir droit les Moldus selon elle. En les torturant, en les insultant, en les harcelant, très rapidement, finalement, tout le monde évita de s'approcher de trop près du domicile de cette sorcière, et Isolde devint elle aussi profondément indésirable pour la communauté, et les petits-enfants, avec qui pourtant elle jouait lorsqu'elle était avec sa propre famille, se mirent à la frapper en lui jetant des pierres. Bref, l'ambiance était formidable. Le jour de son 11e anniversaire, Isolde reçut, très logiquement, sa lettre pour Poudlard. Mais Gormless refusa de l'y envoyer et préféra assurer sa propre éducation plutôt que de l'envoyer dans une école qui acceptait les enfants de Moldus ou de sang mêlé. Évidemment, Gormless portait une très grande haine contre Poudlard qui avait refusé d'appliquer les préceptes, plans et théories de son illustre aïeul qui était nul autre que Salazar Serpentard. Isolde, pourtant, passait son temps, elle, à rêver de Poudlard, et les journées chez les Gaunt n'étaient finalement qu'une longue suite de désastreuses affaires et de mauvais traitements, et le Poudlard qu'elle s'était imaginé dans sa tête était vraiment devenu comme un paradis et quelque chose à conquérir. Afin de s'assurer qu'Isolde ne prenne pas la poudre d'escampette, Gormless l'a soumis vraisemblablement au sortilège de l'Imperium, ou tout du moins à quelque chose d'assez approchant. Mais Isolde réussit finalement à briser ce maléfice, et tout juste âgée de 17 ans, elle réussit à s'échapper une nuit en volant la baguette de Gormless, puisqu'elle n'avait jamais eu le droit de posséder sa propre baguette. Elle emporta également l'un des seuls souvenirs restants de sa mère, une magnifique broche en or représentant le nœud gordien, une forme qui ressemble un peu au triskel celtique. Isolde choisit donc de quitter l'Irlande et de se rendre dans un premier temps en Angleterre, ce qui mettait évidemment plus de distance avec sa tante, qui évidemment la cherchait partout. Elle la retrouvera d'ailleurs peu de temps après, mais Isolde a eu le temps de s'échapper de justesse. Cette fois-ci, pour plus de sécurité, elle choisit de se déguiser en garçon moldu et d'embarquer sur le Mayflower à destination du Nouveau Monde sous l'identité d'un certain Elias Story. Une fois arrivée en Amérique, parmi les premiers colons non magiques, Isolde sut que sa liberté était enfin acquise, mais restait néanmoins bien fragile, et elle vivait dans la crainte que Gormless finisse par la retrouver et se venge sur l'ensemble de la colonie. C'est ainsi que peu de temps après, elle préféra quitter sa colonie et disparut dans les montagnes à proximité en se faisant passer finalement pour morte à cause de l'hiver très rude de cette province. On aurait pu se dire que sur un nouveau continent, Isolde était libre et protégée, mais il était tout à fait possible que tôt ou tard, quelqu'un se rende compte de la magie qu'elle possédait, et que chez des colons très puritains par nature, il était peu probable que cela soit bien vu qu'une sorcière évolue parmi eux. Isolde déambula donc pendant plusieurs semaines dans les montagnes, dans un pays inconnu où elle pensait être la seule personne dotée de pouvoirs magiques. En effet, l'instruction reçue de Gormless était pour le moins très partielle, et évidemment elle n'avait pas la moindre idée de la présence de sorciers amérindiens par exemple. C'est lors de cette déambulation qu'Isolde tombera sur deux créatures magiques dont elle n'avait jamais entendu parler. Un Hide Behind, qui est une sorte de spectre nocturne et qui s'attaque à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un humain. Cette créature est spécialisée dans les camouflages particulièrement réussis et attaque de manière très soudaine. Ses capacités magiques et physiques sont craintes par beaucoup de sorciers, mais aussi par les non-magiques qui ont toujours eu le sentiment que quelque chose les observait. D'ailleurs, un non-mage n'aurait absolument aucune chance de survivre. Il n'y a que des sorciers accomplis qui savent s'en défendre. Le deuxième protagoniste de cette scène, qui va changer beaucoup de choses, est un Pukwudgie, qui est également une créature magique d'Amérique du Nord et qui ressemble plus ou moins au gobelin que l'on peut rencontrer à Gringotts par exemple.
Ils ont d'ailleurs un peu la même manière de fonctionner, le même tempérament très fier et si agréable que nous connaissons bien par exemple chez Gripsec. Les Pukwudgies sont armés d'une sorte d'arc leur permettant de tuer leurs victimes ou de chasser grâce à des flèches mortelles car elles sont toxiques. Au moment où Isolde découvre ces deux créatures dans la forêt, elle s'aperçoit très rapidement que le Pukwudgie est en grave danger face à un Hindbeings qui semble être d'une force bien inhabituelle. Isolde, au cœur pur, décida de repousser l'Hindbeings à l'aide d'un puissant maléfice et se précipite pour délivrer le pauvre Pukwudgie et le transporta pour le soigner jusqu'à son abri de fortune. À son réveil, le Pukwudgie ne rendit pas vraiment grâce à Isolde de ce sauvetage de dernière minute et même ce fut tout le contraire. Il se sentit sali et humilié de devoir son statut de personne sauvée à une jeune sorcière. Néanmoins, son honneur lui commanda de rembourser sa dette en la servant du mieux qu'il le pouvait, mais évidemment toujours en ronchonnant. Ceci n'impressionna d'ailleurs pas véritablement Isolde, qui était déjà bien trop contente d'avoir enfin quelqu'un à qui parler après de longs mois d'isolement. Au fur et à mesure, ils finiront par se lier d'amitié, même si le Pukwudgie ne le reconnaîtrait évidemment jamais. Isolde le surnommera même William, en hommage à son père, car évidemment le Pukwudgie ne veut même pas dire son nom, car cela déshonorerait les autres membres de son espèce. Il y a franchement des règles avec lesquelles on ne transige jamais chez certaines espèces. Néanmoins, cela n'empêche pas William d'instruire Isolde sur les autres créatures d'Amérique du Nord, qui sont bien différentes de celles que l'on peut trouver dans les forêts européennes, comme la forêt interdite par exemple. Parmi toutes ces créatures, une va retenir beaucoup plus l'attention d'Isolde que les autres, et c'est un serpent cornu qu'elle trouve absolument fascinant. Il s'agit en réalité d'un grand serpent que l'on peut trouver dans les rivières, et qui est doté de cornes avec un bijou placé au milieu de son front. Il vivait non loin de l'installation d'Isolde et William lui craignait franchement plus que tout ce serpent, mais Isolde commença à entretenir une relation très surprenante avec ce dernier, car elle semblait parfaitement comprendre ce que le serpent cornu lui disait. À cette époque, le fourche-langue n'était pas très connu et surtout pas très répandu. Cette méthode de communication effrayait quelque peu William et Isolde décida de ne pas trop en parler, car en plus Isolde ne comprenait pas forcément grand-chose aux propos énigmatiques tenus par le serpent, mais elle se sentait franchement bien avec lui, comme s'il y avait une relation presque familiale et enfin elle se sentait comprise. Le serpent cornu lui répétait sans cesse une étrange prophétie, à savoir que tant qu'il ne ferait pas partie de leur famille serait condamnée. Cela ne voulait pas dire grand-chose en effet pour Isolde à ce moment-là de l'histoire, dont la famille avait été réduite à néant par sa tante. Le temps passa et Isolde finit par recroiser des humains dans des circonstances malheureusement bien tragiques. Alors qu'elle et William cherchaient de la nourriture dans les bois, un peu éloignés de leur domicile, un bruit absolument horrible les alerta, et poussa le Pukwudgie à partir à toute vitesse en courant, arc au poing, pour attaquer la source de ce bruit étrange. Évidemment, Isolde se lança à sa poursuite, et dans une clairière, elle tomba face à un spectacle absolument atroce. Le Hindbeings, qu'elle avait réussi à repousser il y a quelques mois, était revenu et venait cette fois-ci d'assassiner un homme et une femme. Deux jeunes enfants à proximité étaient gravement blessés et s'apprêtaient finalement à subir le même sort que leurs parents. Isolde et William attaquèrent de front la créature et finirent cette fois-ci par la détruire. Ils se précipitèrent ensuite au chevet des deux enfants et Isolde demanda à William de porter l'un des deux jeunes jusqu'à leur campement. Sauf que William commença par refuser car il n'était pas dans ses habitudes et pas conforme à la coutume pour quelqu'un de son espèce de venir en aide à des humains. Isolde n'étant qu'un cas à part dans la mesure où cette dernière l'avait secouru et lui avait probablement sauvé la vie. Isolde ne comprit pas ce refus et finit par lui dire, dans l'urgence, que si William acceptait de l'aider, elle considérerait que sa dette était remboursée et qu'il serait de nouveau libre de vaquer à ses occupations. Il accepta à contre-cœur et transplana avec le plus âgé des enfants, qui s'appelait Chadwick, et Isolde fit de même avec le cadet Webster. Une fois sur place, Isolde annonça vouloir tenir sa promesse, renvoya William, qui la regarda une dernière fois, puis disparut. S'ouvre alors une autre période de la vie d'Isolde, et le moins que l'on puisse dire, c'est que si cette période est une véritable bonne nouvelle pour elle, elle l'est également au prix immense du sacrifice de son ami. Les deux jeunes garçons finirent par se remettre au fur et à mesure, et Isolde découvrit avec joie que ces deux jeunes enfants étaient dotés de pouvoirs magiques. Elle n'était donc plus la seule. C'est ainsi qu'elle apprit qu'ils étaient issus d'une famille de sorciers qui avaient décidé de quitter le vieux monde en quête d'aventures toutes plus excitantes les unes que les autres. Malheureusement, la famille croisa le Hindbeings et les parents n'eurent pas le réflexe de se méfier, prenant cette créature pour le moins étonnante pour un épouvantail tout à fait classique.
En essayant de les déstabiliser à l'aide du sortilège Ridiculus, ils ne firent que provoquer la colère de la créature, et nous connaissons désormais la suite tragique pour les deux parents. Pendant que les garçons retrouvaient peu à peu leur santé grâce au traitement d'Isolde, cette dernière était troublée par le fait de ne pas avoir procédé à un enterrement décent pour les deux parents, les laissant ainsi dans la clairière. Quelque temps plus tard, une fois que les enfants furent suffisamment bien pour rester seuls quelques heures, elle décida de retourner sur le lieu de l'attaque afin d'offrir une sépulture digne de ce nom aux deux victimes. S'attendant uniquement à trouver 2 cadavres, Isolde fut stupéfaite de trouver un jeune homme du nom de James Stewart qui appartenait à la même colonie que la famille attaquée. Ce dernier était parti justement à leur recherche et découvrit la triste réalité de la condition de ses amis. Isolde l'assista dans les derniers préparatifs des tombes. C'est à ce moment-là que James Stewart s'aperçut de la présence de 2 baguettes situées à proximité des parents. Ces baguettes étaient presque entièrement détruites par la violence de l'attaque, mais lorsque James les examina, et notamment le noyau constitué d'un ventricule de dragon, la baguette expédia James en arrière, comme c'est le cas à chaque fois qu'un moldu tente d'utiliser une baguette. C'est ainsi qu'il tomba profondément dans les pommes et se réveilla dans un petit abri où Isolde prenait soin de lui. Elle ne pouvait évidemment pas lui cacher son usage de la magie, tant elle en avait besoin à la fois pour soigner les enfants, mais aussi pour leur procurer suffisamment de nourriture. Elle avait l'intention d'oublier James une fois sa santé rétablie, mais elle n'en trouva pas le courage. En effet, elle trouvait cela absolument extraordinaire de pouvoir partager ses pensées avec un autre adulte, et qui en plus avait entretenu un lien fort avec les 2 enfants pendant la traversée de l'Atlantique. James aida Isolde à bâtir une maison en pierre au sommet du mont Greylock, dont il dessina les plans. En seulement une après-midi et grâce à la magie, Isolde édifia cette petite maison qu'elle baptisera Ilvermorny, qui était le nom de la maison qu'elle habitait avec ses parents. Dans ce contexte, Isolde n'arrivait pas à oublier James, et finalement, elle y renoncera. Le couple se maria, et il n'y avait donc plus aucun problème. Isolde et James considéraient Chadwick et Webster comme leurs propres enfants, et Isolde commença peu à peu à instruire les 2 jeunes enfants qui auraient dû débuter peu de temps après leur scolarité à Poudlard. Comme elle l'avait appris, même de manière partielle, elle évoqua les quelques informations dont elle disposait sur Poudlard. Les 2 jeunes enfants ont fini par rêver, comme elle auparavant, de se rendre à Poudlard et voulaient que toute cette petite famille rentre en Irlande. Seulement, Isolde, elle, ne le voulait pas. Elle vivait encore dans la crainte que Gambles puisse la retrouver, et elle ne voulait pas effrayer les enfants avec sa propre histoire. Elle leur fit alors la promesse que quand leur 11e anniversaire arriverait, elle fabriquerait des baguettes magiques. Celles de leurs parents, évidemment, étaient malheureusement irréparables, et ensuite Isolde leur promit qu'elle commencerait une école de magie rien que pour eux, dans leur maison. Cette idée brillante donna donc naissance à l'école de magie Ilvermorny. Chadwick et Webster s'impliquèrent à fond dans cette idée fantastique en créant toute une école calquée plus ou moins sur le fonctionnement de Poudlard, et selon eux, il ne pouvait y avoir évidemment aucune école de sorcellerie sans avoir une cérémonie de répartition entre 4 maisons. Au début, l'idée a surgi de faire comme pour Poudlard et d'appeler les maisons en fonction de chacun des noms des fondateurs. Mais finalement, ils préférèrent se tourner vers une solution plus simple et décidèrent de donner à chaque maison le nom de leur créature magique préférée. Ce qui est assez ironique au final lorsque l'on connaît la législation magique américaine sur les créatures magiques engendrées par le Makusa et que nous voyons dans le tout premier volet des Animaux Fantastiques. Pour Chadwick, qui était un jeune garçon assez capricieux, même si très intelligent, il décida de prendre le symbole du Thunderbird, l'oiseau tonnerre, qui a la capacité de créer des tempêtes à chaque fois qu'il vole. Pour Webster, qui était plus réfléchi et très loyal, il choisit le Wampus, qui est une créature magique ressemblant de loin à une panthère. Isolde, quant à elle, choisit évidemment le serpent cornu, qu'on appelle en anglais le Horned Serpent, qui correspondait pleinement à sa manière de concevoir les valeurs d'une maison. Il faut dire qu'elle continuait à voir le serpent cornu de manière régulière et sentait toujours cet étrange sentiment de parenté. Pour James, ce fut un peu plus compliqué, car étant le seul non-mage de la famille, il n'arrivait pas à déterminer à quel trait de caractère il aurait pu s'identifier chez une créature magique. Il décida finalement de nommer sa maison Pukwudgie, car il adorait les histoires d'Isolde au sujet de son ancien ami William. C'est ainsi que les 4 maisons d'Ilvermorny furent créées. Alors, il est un peu difficile de procéder à une comparaison, à une sorte de jumelage avec les maisons de Poudlard, même si l'on peut imaginer des liens entre certaines maisons, comme Thunderbird, qui ressemble bien évidemment à Gryffondor, Wampus, qui ressemble à un étrange mélange entre Serdaigle et Poufsouffle. On a du mal à voir véritablement la maison Horned Serpent ou Serpent Cornu être liée à la maison Serpentard, car on ne connaît pas bien les ambitions réelles d'Isolde, qu'on aurait évidemment un peu plus imaginé à Gryffondor malgré son statut de sang pur et de Gaunt.
Concernant Pukwudgie, on peut imaginer effectivement un lien intéressant avec le caractère des Serpentards. Il faut donc prendre les maisons d'Ilvermorny pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire uniques. L'anniversaire de Chadwick approchait et Isolde n'avait aucune réelle connaissance de la manière de fabriquer des baguettes. Évidemment, elle ne pouvait pas détruire sa propre baguette pour s'en servir comme modèle. Dans un rêve, elle s'imagina rejoindre le serpent cornu et que ce dernier lui fournissait suffisamment de cornes pour fabriquer des baguettes. Le lendemain matin, elle se rendit dans la crique et tout se déroula de la même manière qu'elle l'avait vu dans son rêve. Une fois récupérée, elle fabriqua une baguette avec l'aide de James, qui savait parfaitement manier la pierre et le bois. Chadwick trouva dans sa première baguette et elle était d'une puissance absolument extraordinaire. Chadwick commença d'ailleurs très rapidement son enseignement, vite rejoint par Webster, mais pas seulement car en effet la réputation de cette petite école à la maison s'était répandue et 2 autres garçons sorciers d'une tribu amérindienne étaient venus, rejoints assez rapidement par une mère et ses 2 filles, qui étaient toutes intéressées évidemment par l'apprentissage de la magie et de la baguette magique. Les Amérindiens apprirent à Isolde et aux élèves comment eux maîtrisaient leur propre magie. Isolde et James commencèrent à fabriquer les baguettes un peu en série mais n'utilisèrent pas la corne de serpent cornu, car Isolde avait eu un étrange pressentiment à ce propos, et elle choisit donc d'utiliser d'autres matières magiques pour concevoir les baguettes des autres élèves. En 1634, l'école avait dépassé tous les rêves les plus fous de l'ensemble de la famille. James et Isolde ne cessaient d'agrandir les locaux et de plus en plus d'élèves prenaient le chemin chaque année d'Ilvermorny. Au bout d'un moment, il y eut suffisamment d'élèves pour lancer enfin le système de répartition des maisons. Petite différence avec Poudlard, c'est que l'école n'est pas encore une école à temps plein, c'est-à-dire qu'une fois la journée de cours terminée, les élèves retournent chez eux, et les seuls à occuper la bâtisse le soir sont de la famille d'Isolde, ainsi que leurs 2 jumelles qui sont récemment nées et qui se prénommaient Martha, du nom de la mère de James, et Rayonach, du nom de la mère d'Isolde. Tout allait à nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est à ce moment-là qu'évidemment tout va finir par flancher, car sans que la famille d'Isolde ne le sache, malheureusement un destin funeste rôdait autour d'eux. En effet, en Angleterre, à plus de 10 000 km de là, la nouvelle de l'ouverture d'une école de magie outre-Atlantique installée dans le Massachusetts avait fait grand bruit et Gormless, qui était toujours en vie, eut vent de cette information. La rumeur prétendait que la directrice de cette école était surnommée Morrigan. Gormless eut donc des doutes, mais lorsqu'elle apprit le nom d'Ilvermorny, son sang ne fit qu'un tour et comprit qu'Isolde avait réussi à traverser l'Atlantique et qu'en plus elle avait épousé un moldu. Dotée d'une nouvelle baguette qu'elle avait achetée chez Ollivander pour remplacer la baguette ancestrale qu'elle avait perdue, elle se rendit incognito en se travestissant elle aussi en homme vers l'Amérique du Nord à bord du navire Bonaventure. Elle traversa d'ailleurs, et sans dit long sur le personnage, sous l'identité de William Serre qu'elle avait assassiné plus de 30 ans auparavant. Une fois arrivée dans le Massachusetts, elle se dirigea discrètement vers le mont Greylock en pleine nuit, avec la ferme intention de réduire une fois de plus Ilvermorny en cendres et de massacrer les 2 parents et d'emporter ainsi les très jeunes jumelles loin de cet endroit qui portait atteinte, selon elle, à la lignée des Gaunt et donc évidemment des Serpentards. La magie de Gormless est une magie extrêmement puissante, boostée par une lignée de sang pur et les prodigieuses capacités dédiées aux héritiers de Salazar Serpentard. En arrivant aux abords de l'école, elle jeta une puissante malédiction, condamnant Isolde et James à un sommeil profond. Pour faire bonne mesure, elle prononça ensuite un mot en fourche-langue, à destination de son ancienne baguette qui reconnut immédiatement son allégeance à sa véritable propriétaire et s'inactiva totalement. Il faut dire qu'Isolde ne connaissait pas en réalité la composition de sa propre baguette, en tout cas de la baguette qu'elle a utilisée pendant de nombreuses années. Mais figurez-vous que le composant principal n'était autre qu'un fragment d'écaille du basilic, celui-là même qui était caché dans la chambre des secrets à Poudlard. La baguette de Salazar Serpentard répondait donc au bon vieux principe que les héritiers de sa lignée pouvaient réveiller ou endormir le basilic, c'était donc absolument pareil pour la baguette. Face à ce plan rondement mené, on pourrait se dire que tout était terminé finalement pour Isolde et James. Mais Gormless avait commis une erreur. En effet, elle ignorait que la maison n'était pas occupée simplement par les parents et leurs jeunes jumelles, mais aussi par leurs 2 garçons adoptifs dont Gormless n'avait absolument jamais entendu parler jusqu'à présent. Chadwick et Webster, âgés respectivement à cette époque-là de 16 et 14 ans, ne furent donc pas concernés par la malédiction qui plongea Isolde et James dans le sommeil. Et en plus, Gormless, qui là pour le coup ne pouvait pas le deviner, provoquait une réaction magique inattendue sur les baguettes des 2 garçons, qui contenaient en leur cœur de la corne du serpent cornu. En effet,
Contrairement à celle de Salazar Serpentard, les baguettes sentent le danger arriver et se mirent donc à siffler et à prévenir leur propriétaire, comme le serpent cornu aurait pu le faire. Une fois réveillés, ils se précipitèrent en dehors de leur chambre et observèrent Grumlers se diriger vers le château. Si Isolde et James avaient toujours tenté de préserver leurs enfants de l'histoire très difficile de leur mère adoptive, il se trouve que Chadwick avait surpris une conversation sur les véritables raisons du départ d'Isolde de l'Irlande. Chadwick était probablement doué également pour la divination, car il y avait rêvé à plusieurs reprises de ce moment dans certains de ses cauchemars. Chadwick demanda à Webster de tenter de réveiller ses parents et fonça ensuite tête baissée à la poursuite de Gormless. Cette dernière fut absolument stupéfaite de se retrouver confrontée à un adolescent doté de pouvoirs magiques et qui surtout avait la capacité de se battre en duel avec elle. Il résistait même sacrément bien, ce qui l'étonna et la poussa à l'interroger sur sa filiation afin de ne pas tuer un sang pur. Chadwick, lui, se battait de toutes ses forces, détournant les sorts de Gormless avec beaucoup de talent, et ses sorts venaient s'écraser contre le château en causant d'ailleurs de très nombreux dégâts. Webster, lui, ne réussissait toujours pas à réveiller ses parents et descendit finalement prendre part au duel. Gormless se trouvait donc en infériorité numérique face à deux jeunes sorciers qui se battaient avec force et maîtrise, d'autant plus que leurs baguettes, utilisées à l'unisson, découplaient leur puissance. Gormless ne se démontait pas pour autant et continuait à repousser les deux jeunes sorciers à l'intérieur d'Ilvermorny, où le bâtiment souffrait considérablement de cette bataille violente et même décrite par J.K. Rowling comme une bataille extraordinaire. Et c'est ainsi que les deux jumelles se réveillèrent et crièrent de terreur. Ces cris de terreur rompirent néanmoins le maléfice de sommeil et Isolde put enfin se réveiller. Là, encore une fois, le pouvoir de l'amour surpassa tous les maléfices, y compris les plus puissants. À l'instar du sacrifice de Lily Potter pour protéger son fils, on retrouve là aussi toujours cette histoire de protection et de barrière magique de l'amour pour protéger ses enfants. Tandis que James partit s'occuper des filles, Isolde descendit prêter main forte à ses fils avec la baguette de Salazar Serpentard. Ce n'est qu'en tentant d'attaquer sa tante que qu'elle se rendit compte en fait que sa baguette ne fonctionnait plus du tout. Et Gormless, qui avait un peu plus de mal que ce qu'elle aurait imaginé, était là pour le coup extrêmement heureuse de voir que au moins un détail de son plan avait fonctionné. Gormless se dirigea vers la chambre des filles, toujours en repoussant les attaques de Chadwick et Webster, mais qui commençaient vraiment à être submergés par la puissance magique de cette héritière de Salazar Serpentard. Donc Gormless ouvrit la porte et s'apprêta à assassiner James, qui faisait barrière de son corps pour protéger les jumelles dans leur berceau. Isolde s'entendait hurler le nom de son père assassiné. Et c'est à ce moment-là qu'un grand bruit retentit et que le clair de lune disparut de la pièce. William, le Pugwidgee, surgit des ténèbres et avant que Gormless ne pût comprendre ce qu'il se passa, une flèche empoisonnée lui avait transpercé le cœur. La vieille sorcière s'était livrée à toutes sortes de maléfices de protection pour devenir presque invincible, mais le venin de William la transforma en une quasi-statue et explosa en 1000 morceaux. Sa baguette, achetée chez Ollivander, explosa, il ne restait donc rien de l'effroyable Gormless Gaunt. William avait sauvé la vie de toute la famille, et en échange de leur remerciement pour cet acte courageux, il se contenta simplement de reprocher à Isolde de ne pas avoir prononcé son nom depuis plus de 10 ans, sauf pour être sauvé. Isolde connaissait particulièrement bien son vieil ami, et ne lui en tenut pas rigueur puisqu'elle connaissait son caractère. Elle n'eut pas eu non plus le courage de le contrarier. James, quant à lui, se contenta de le remercier et de lui signaler que l'une des maisons portait le nom de son espèce. Flatté, William déménagea toute sa famille de Pugwidgees à Ilvermorny dès le lendemain matin et les aida à réparer les dégâts de la bataille avant de s'autoproclamer contre une certaine somme d'or responsable de la sécurité et de la maintenance de l'école. Après cette bataille, la baguette de Salazar Serpentard ne fonctionna plus jamais, car Isolde ignorait tout du fourche-langue et elle ne savait pas le parler. De plus, cette baguette représentait pour elle beaucoup trop de souvenirs douloureux de son enfance, et elle décida donc de l'enterrer à l'extérieur du château. Moins d'1 an plus tard, un immense arbre de bois de serpent était sorti de terre à l'emplacement même où la baguette avait été déposée, et il était impossible de détruire ou de tailler cet arbre. Cependant, ces feuilles se sont avérées contenir de puissantes propriétés médicinales qui sont encore aujourd'hui utilisées dans nombre de potions fabriquées pour les sorciers. Comme à chaque fois à Serpentard, il y a du mauvais, et parfois il y a du bon. Ilvermorny gagna chaque année un peu plus en réputation.
De plus en plus d'enseignants prenaient en charge des générations entières d'élèves venus de toute l'Amérique du Nord et devint même un pensionnat à l'instar de sa cousine éloignée Poudlard. Au XIXe siècle, Ilvermorny jouissait d'une très solide réputation internationale. Isolde et James sont restés co-directeurs pendant très longtemps. Chadwick, lui, est devenu un sorcier très connu, a même écrit des livres d'enseignement qui sont toujours étudiés encore aujourd'hui à Ilvermorny. Il a épousé une guérisseuse mexicaine et la famille qui l'engendra est encore l'une des plus éminentes des sorciers américains de nos jours. Webster, quant à lui, est devenu une sorte d'aurore, un peu mercenaire sur les bords, car le Makusa n'existait pas encore à cette époque-là. Lors du transfert d'un prisonnier hautement dangereux vers la Grande-Bretagne, il tombait amoureux d'une jeune écossaise qui travaillait au ministère de la Magie et décida d'y rester. Ses enfants iront à Poudlard quelques années plus tard. Martha, l'aînée des deux jumelles, était une craque-molle qui a eu une jeunesse un peu tourmentée car profondément triste de ne pas pouvoir pratiquer la magie alors qu'elle vivait à Ilvermorny. Elle se mariera avec un jeune homme non magique d'une tribu voisine et vécut finalement comme n'importe quel non-mage. Sa sœur Rionak, elle, possédait bien des pouvoirs magiques et a même enseigné d'ailleurs la défense contre les forces du mal pendant plusieurs années à Ilvermorny. Elle ne se mariera jamais et n'eut absolument aucun enfant. En effet, il y avait une rumeur qui prétendait que Rionak pouvait parler le fourche-langue et elle ne souhaitait absolument pas transmettre ce don et a préféré mettre fin à l'ascendance et à l'héritage de Salazar Serpentard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que malheureusement Gormless n'était pas la dernière des Gaunt en Grande-Bretagne et que la lignée continuait de se développer jusque, évidemment, aux événements de Harry Potter. Isolde et James vécurent plus de 100 ans et avaient considérablement installé Ilvermorny finalement comme une école de haut niveau qui jouissait de toutes les protections permettant de cacher l'école aux non-magiques. Ilvermorny était devenu absolument l'équivalent de Poudlard où Isolde n'avait jamais pu aller, c'est un peu son rêve américain qui s'était réalisé. Aujourd'hui, des générations entières continuent de passer dans ces couloirs en commençant comme à Poudlard par une cérémonie de répartition un peu différente. Des statues en marbre d'Isolde et James flanquent les portes d'entrée de l'école qui s'ouvrent sur une pièce circulaire gigantesque surmontée d'une coupole en verre. Un balcon fait le tour de la pièce, 4 énormes sculptures en bois peuplent le hall d'entrée et elles représentent chacune l'ensemble des maisons d'Ilvermorny. Lorsque de nouveaux étudiants se présentent, ils se tiennent chacun leur tour sur le symbole du nœud gordien placé au milieu du sol de pierre. Il n'y a plus qu'à attendre que l'une des sculptures se manifeste pour répartir l'élève dans sa maison. Au cas où plusieurs sculptures voudraient l'élève, comme c'est un peu le cas par exemple avec les élèves à Poudlard qui sont chapeau flou ou le chapeau magique ne sait pas trop où les placer, c'est à l'élève de choisir entre les 4 maisons, mais ce cas est très très rare, il y a généralement un cas à peu près toutes les années. Le seul cas connu pour nous actuellement, c'est celui de Séraphina Picquery, la présidente du Makusa dans les événements des Animaux Fantastiques, qui avait décidé de se rendre donc à Serpent-Cornu, à Ornée de Serpente, en version originale. Il y a d'autres distinctions avec Poudlard, évidemment, que ce soit sur les vêtements, etc., mais l'une des plus charismatiques est quand même le fait qu'une fois que les étudiants sont répartis dans leur maison, ils vont avoir l'opportunité de choisir leurs baguettes directement à Ilvermorny et ils ne peuvent pas les acheter ailleurs. Ces baguettes, d'ailleurs, étaient soumises jusqu'en 1965 aux lois de Rappaport, dont on vous parlera dans une prochaine vidéo, ce qui fait qu'aucun élève ne pouvait rentrer, par exemple, pendant les vacances, avec sa baguette pour protéger le secret magique, et en tout cas ceci jusqu'à leur 17e anniversaire, c'est-à-dire la fin de leur scolarité à Ilvermorny, qui se déroule en cette année comme à Poudlard. Un certain nombre de Pukwudgies continuent encore de travailler aujourd'hui à l'école, qui sont tous à peu près du même acabit et du même humour grinçant que William. Et il faut savoir qu'il y a une créature, en tout cas un Pukwudgies, très âgé, qui répond au nom de William. Alors, il rit toujours à l'idée que ça pourrait être le William de l'histoire originale d'Ilvermorny. Évidemment, il conteste ceci avec beaucoup de force, comme il a toujours contesté tout ce qui était à peu près positif dans sa personne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la moindre personne qui toucherait de près ou de loin la statue de marbre d'Isolde à l'entrée de l'école va avoir quelques petits problèmes. Donc on peut imaginer que William a bien survécu et l'un des derniers à avoir connu Isolde et James vivants, si ce n'est évidemment le dernier. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'histoire d'Ilvermorny. On espère que cette vidéo, qui est effectivement très longue, vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Alors, il n'est pas impossible que l'on retrouve Ilvermorny à un moment ou à un autre dans la saga des Animaux Fantastiques. Pourquoi ? Souvenez-vous, dans les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald,
Ilvermorny est évoqué lors d'un très court passage lorsque Nicolas Flamel ouvre le grimoire magique qui est certainement la version 1.0 ou 0.5 de l'Ordre du Phénix et contacte une jeune professeure de l'école d'Ilvermorny qui s'appelle Eulalie X. Et en effet, la Warner Bros. A confirmé que Eulalie X serait bien présente dans Les Animaux Fantastiques 3, elle est en tout cas au casting, donc on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que Eulalie X, qui est professeure donc, à l'école d'Ilvermorny, joue un rôle assez important vraisemblablement dans cet Ordre du Phénix 0.5 ou 1.0, et qu'on va peut-être avoir droit un jour ou un autre à un retour, cette fois-ci grandeur nature, dans une autre école de magie que Poudlard à Ilvermorny. Mais bon, pour l'instant, ça, ce sont des choses qu'il faudra vérifier. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les écoles de magie. Il y en a plus de 11 sur l'ensemble de la planète qui sont aujourd'hui répertoriées par J.K. Rowling dans son Wizarding World. Donc voilà, on a encore quand même beaucoup de choses à imaginer. On sait que le 3e volet des Animaux Fantastiques se passe en partie en Allemagne et en partie au Brésil. Donc on verra si on en apprend plus sur d'autres écoles. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à vous dire cette fois-ci. On espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, ou sinon également à regarder l'ensemble de nos vidéos et puis à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez d'Ilvermorny et quelle maison vous auriez aimé rejoindre si vous aviez eu l'occasion d'être un sorcier d'Amérique du Nord. À très bientôt.